Ça fait 1 heure que je conduis sur des routes de dingue au bord d'un bras. Et la lumière islandaise, c'est quelque chose. Je parle pas parce que franchement, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. After 170 meters, keep left. Bon bah voilà, ce qu'on vous dit pas dans l'aventure, c'est que vous pouvez acheter du Nutella en Islande, mais qu'il fait trop froid pour le manger. Parce qu'il est tout dur. Bon, donc je sais pas si vous m'entendez. Donc là, je suis à une très grande cascade assez connue d'Islande, je crois. Et j'essaie de faire des photos. Et le gros problème avec les cascades, outre le fait que, en vrai, je m'en tape un peu, c'est que, bon, déjà, il y a beaucoup d'eau. Et c'est difficile de donner une impression de taille. Tiens, bah là, il y a un bonhomme, ça vous donne peut-être une idée. Enfin, voilà. Et donc du coup, souvent les gens se prennent devant la cascade. Bon, déjà moi je peux pas parce que Cerise est pas là, elle est montée. Et en plus de ça, ça a été fait 1000 fois, donc ça m'intéresse pas trop. Du coup, je sais pas si vous voyez là, mais il y a plein de mouettes qui volent autour de la cascade et parfois elles passent devant la cascade. Donc, ça fait une demi-heure que je suis là, à essayer de prendre en photo un oiseau qui passe devant la cascade. Bon alors déjà je suis au 200 mm, c'est beaucoup trop court, il faudrait au moins 2 fois plus long. Ensuite, quand je disais qu'il y avait beaucoup d'eau, c'est pas juste la cascade, c'est qu'il y a une sorte de déflagration d'eau qui fait que je suis absolument trempé, que mon matos est absolument trempé, qu'il doit faire entre 0 et 3 degrés.
Donc voilà, je sais pas si au final j'aurai une chouette photo. Ça fait une demi-heure que je suis là et globalement bof. En plus faire le point c'est assez compliqué. Mon objectif est plein d'eau. Je suis obligé de l'éponger tout le temps. Je commence à plus avoir de main en plus, je suis trempé. Voilà. Donc si jamais vous voyez dans mon portfolio un jour une photo d'oiseau devant une cascade, franchement genre mettez un like ou quoi parce que j'aurais potentiellement perdu une main pour la prendre. Voilà, bisous. Bon, je vous le dis à vous, vous serez au courant avant elle, mais je crois que c'est ici que je vais demander Cerise en mariage. Mais chut, hein, c'est un secret. Donc là, on revient d'aller voir une grande épave d'avion qui s'est crashé là pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein ? Il s'est pas crashé pendant la Seconde Guerre mondiale ? Non, il s'est crashé en 1973. En 1973, pendant la Troisième Guerre mondiale. Et donc, ouais, c'est intéressant parce que pour y aller, il y a une grande marche. Et alors, bon, ok, là il fait sombre. Mais en fait, en vrai aussi il fait sombre parce que le sable qui est à nos pieds, c'est du sable tout noir. Mais vraiment noir quoi. Et c'est assez impressionnant, c'est vraiment très islandais. À Reykjavik, je trouve que c'était un truc qui était assez visible. Bon alors évidemment les Islandais aiment bien le blanc et rouge, hein, quasiment toutes leurs maisons sont peintes comme ça. Mais alors par contre, dès qu'il s'agit de design, ce qu'ils adorent, c'est le noir mat. Et c'était un truc que je savais un peu du design scandinave et tout ça. Mais alors une fois qu'on est sur place, on comprend bien. Parce que naturellement, il y a plein de choses qui sont vraiment noires. Et ce sable-là, c'est vraiment hyper typique et très différent du sable qu'on a vu à Bromo, qui était aussi du sable volcanique noir, mais qui n'avait pas du tout cette texture-là, qui était d'un noir très brillant, très luisant, alors que pourtant c'est du sable très sec. Mais là non, là c'est un sable qui reste noir. Et là, la lumière au-dessus de nous est très bleue. Et là où le ciel le sable de Bromo aurait été bleu clin comme il l'a été, ici pas du tout. Ici il est noir, de jour comme de nuit, juste noir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'était une journée assez spéciale pour moi. Et on va y revenir avec les photos que j'ai prises à ce moment-là. Donc on commence après avoir quitté la montagne du premier épisode. L'idée c'était de rejoindre la route numéro 1, qui est la route qui fait le tour de l'Islande. Et donc là on était à l'ouest de l'Islande. Et au lieu de reprendre directement l'autoroute
pour aller dans le sud, on a plutôt décidé de prendre des petites routes et d'aller voir des coins un peu moins connus. Eh bien, nous en a pris parce que il faisait super beau et du coup, ça nous a permis de voir ça, qui est donc un grand lac. Et c'était vraiment très sympa à ce moment-là parce que entre la lumière qui était vraiment belle et surtout cette eau qui était très très calme et du coup qui avait un effet miroir, c'était vraiment sympa. Donc on s'est arrêté, j'ai essayé de prendre quelques photos, donc j'ai commencé par ça. L'idée c'était de bien mettre en avant l'effet miroir de l'eau, mais finalement en prenant une photo très large comme ça, bon, on voyait bien, mais ça manquait un peu de dynamisme dans l'image, ça manquait un peu de sujet, c'était pas très intéressant. Donc du coup je me suis dit, allez, je vais bouger un peu, je vais tourner autour du sujet, je vais essayer de trouver un avant-plan. J'avance et là je trouve ce petit ruisseau et donc je le cadre ici, là en bas, ce qui permet tout de suite d'attirer l'œil et ensuite de pouvoir amener l'œil comme ça le long du chemin et arriver sur ce lac. Donc là, je me dis bon, la composition est sympa et je fais un truc que j'essaye de faire au maximum, à savoir, une fois que je trouve une composition qui est bien à l'horizontale, j'essaye de trouver une sorte d'équivalence à la verticale. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est de toujours prendre deux versions de vos bonnes photos. Une version à l'horizontale ou à la verticale, en tout cas celle qui vous vient en premier lieu, et ensuite de faire une version dans l'autre format, parce qu'on ne sait jamais, quand il faut faire un tirage, peut-être que vous n'avez pas la place pour un horizontal, ou il vous faut plutôt du vertical, etc. Peut-être qu'on vous demande un format spécifique, peut-être que quand il faut recadrer la photo, c'est mieux d'un côté ou de l'autre. Bref, quand vous avez une bonne photo, essayez de faire une de chaque, ça peut être vraiment intéressant. Donc du coup, là je me dis, ok, c'est sympa, je vais essayer de faire la verticale, et donc je passe de l'autre côté, et donc là on a un peu la même composition, c'est-à-dire qu'on a ce petit ruisseau là qui est vraiment au premier plan et qui amène l'œil directement ici, et ensuite, hop, on suit et on arrive sur le lac. Donc je me suis dit, bon, c'est sympa, c'est pas portfolio, mais voilà. Et je me disais, le problème de cette photo-là, c'est que, ok, on a quelque chose qui amène l'œil, mais finalement, on perd un peu le côté miroir du lac. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, là, c'est intéressant, je vais essayer de jouer avec un jeu de symétrie. Donc je prends cette photo-là, mais au final, je me dis, bon, ok, l'effet de symétrie, il est sympa, mais en soi, si j'avais pas la partie basse, si j'avais pas le jeu de symétrie, ça, c'est pas un sujet. Ça, c'est pas très intéressant. Et la photo, même avec cet effet-là, est pas très intéressante. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo des photos qui jouent avec la symétrie, mais qui ont un sujet qui est un peu plus intéressant. Et du coup, ça a du sens. Donc voilà, donc je prends ça, j'essaye la verticale en me disant, on sait jamais, peut-être que ça va mieux marcher. Pas du tout. Même en essayant de mettre cette montagne là en me disant, on peut jouer sur le bleu, sur l'orange. Non, finalement, c'est pas très intéressant. Donc je suis un peu frustré parce que c'est super beau et j'arrive pas à prendre de bonnes photos. Quand je suis frustré, qu'est-ce que je fais ? Je me rapproche un peu de mon sujet et j'essaye de faire des macros, des textures, des choses un peu plus abstraites. Et il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment dans ce coin-là, c'est ce genre de choses. En fait, l'eau était en train de geler et l'eau gelait par-dessus la végétation. Et donc du coup, on se retrouvait avec une plaque de gel qui était très translucide avec juste quelques bulles et en dessous de la végétation qui était complètement figée et comme ici, là, un petit bout qui passait au-dessus de la glace. Et donc je trouvais ça assez sympa. Et vraiment, là, on voit bien la texture un peu que faisait le gel. C'était plutôt intéressant. Bon, au final, cette photo-là, par contre, c'est mignon, mais j'étais pas hyper convaincu, donc j'essaye d'autres choses. Ça, j'avais trouvé ça assez rigolo aussi. C'est plein de bulles qui sont coincées dans la glace, et du coup, ça faisait une texture un peu intéressante. Mais en même temps, là, c'était un peu trop fouillis. Je trouvais qu'il n'y avait pas une bonne composition. Donc j'essaye ça, et alors ça, donc on garde vraiment la texture de la glace, mais je me dis, voilà, là il va y avoir un contraste colorimétrique entre cette glace qui est un peu à l'ombre, qui est un peu bleue, et ces herbes qui sont rouges, orangées, donc du coup d'une couleur complémentaire au bleu, et ça relève un peu l'image. Bon après, pareil, en termes de composition, j'ai pas réussi à trouver quelque chose d'intéressant, mais bon, il y avait un peu de matière, etc. Et au final, c'est pas plus mal que j'ai pris ces photos-là, parce que à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une intuition sur un sujet qui pouvait m'intéresser en Islande. Et en fait, vous le verrez dans les prochaines vidéos, quand je suis arrivé
à un sujet qui correspondait à mes intuitions. J'avais fait des mauvaises photos avant, et donc ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui marchait pas, et de vraiment tirer profit des nouvelles conditions que j'avais avec un sujet qui, pour le coup, valait le coup. Ensuite, on arrive à cette cascade, qui est donc pas très loin de la route 1, et elle est très grande, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir passer derrière, là, comme on peut voir. Moi, je suis pas particulièrement un fan des cascades, mais je me disais, si on tourne autour, il peut y avoir des photos un peu plus originales, un peu sympas. Donc du coup, je me mets derrière, et là, ce que je trouvais vraiment intéressant, en fait, encore plus que la cascade, c'est la façon dont elle diffusait la lumière. En fait, quand je parle de lumière diffuse, c'est par opposition à une lumière plus directe, plus dure. En fait, la lumière du soleil, elle fait des ombres très définies, très nettes. Et donc, c'est un peu dur. Là, en fait, la lumière passant à travers l'eau, il va y avoir de beaucoup plus doux, où là, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'ombre, ou alors ce sont des ombres très légères, très très douces, et ça donne une ambiance très particulière à la photo qu'on n'aurait pas du tout s'il n'y avait pas eu la cascade. Donc au final, j'utilise plus la cascade comme quelque chose qui va modifier la lumière, plus que vraiment comme sujet. Là, on la voit un peu, mais finalement, ce qui je trouve vraiment intéressant, c'est l'ambiance que ça donne. Du coup, j'essaye de trouver des compositions. Alors je trouve ça c'est un truc qui m'intéresse, mais vous allez le voir, j'ai pris plusieurs photos. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai mis l'appareil photo sur pied parce que je voulais une image qui soit vraiment intemporelle. Je voulais qu'on ne comprenne pas du tout à quel moment on était, que ça pouvait être pris finalement n'importe quand. Et donc forcément, quand on a une photo dans un lieu très touristique avec des gens qui prennent des photos avec leur smartphone, en doudoune, etc., finalement on sait très bien quand est-ce qu'a été prise la photo, et ça rajoute pas grand-chose au sujet. Donc c'est pas forcément évident de les enlever. Et donc je prends plusieurs photos. Donc ici par exemple, sur cette photo, là il y a personne, là il y a du monde, là il y a du monde. Je passe à cette photo-là, et là pour le coup il y a personne. Là il y a encore du monde, donc j'attends encore un peu, une dizaine de secondes. Hop, la personne a fini de prendre la photo. Ici il n'y a plus personne, là il y a personne, là il y a personne. Encore une autre, et voilà, là il y a personne. Et ensuite, au final, la photo n'est pas si terrible que ça. Mais si elle avait été vraiment intéressante, j'aurais pu la mettre dans Photoshop, prendre ces différentes photos, les combiner ensemble, les mettre les unes par-dessus les autres, et pour cette photo-là, garder cette partie-là, pour cette photo-là, garder cette partie-là, etc. Pour cette photo-là, garder cette partie-là. Bon, celle-là, elle est plus retouchée que les autres, mais au final, c'est la même chose. Et garder uniquement les parties qui m'intéressent dans les photos, de façon à ne plus du tout avoir de gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire partout. Moi, j'ai pris des photos du Louvre avec personne, parce que en prenant plein de photos, on enlève les différentes personnes, et tout d'un coup, voilà, c'est vide, et ça donne un effet beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible à la photo. Au final, bon, la photo n'était pas très intéressante, donc je ne l'ai pas fait. J'ai essayé une autre composition aussi qui est comme ça, avec la chute d'eau, et finalement on se rend compte que ça fait plus un mur blanc qu'autre chose, ça rapporte pas grand chose, on comprend pas forcément ce que c'est, et voilà, ce cadrage-là, je le trouve plutôt plus intéressant. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler. Parfois, on va à des endroits où il y a un élément qui est très connu. Là, par exemple, c'était la cascade. Et on a l'impression toujours de devoir inclure cet élément dans les photos. Mais finalement, c'est plus intéressant parfois de prendre quelque chose dans la périphérie, de regarder derrière soi, de regarder à ses pieds, etc. Comme ça, vous allez avoir des images plus originales. Vous allez mieux comprendre pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui est intéressant à cet endroit. Et donc finalement, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Et là, alors même que je suis allé voir une grande cascade, finalement, je pense que la photo qui m'attire le plus, c'est peut-être celle-là où on utilise la façon dont elle modifie la lumière, mais elle n'est pas vraiment notre sujet. Bon, j'ai continué un peu à tourner autour de la cascade. Donc là, on est de l'autre côté. La première photo, on était là. Et voilà, on voit la cascade de l'autre côté. Moi, c'est pas particulièrement ce qui m'intéresse. Résultat, on reprend la voiture et on va voir une autre cascade qui est elle aussi très connue et qui est gigantesque. Et ce que je trouvais encore plus intéressant là-bas, c'était pas tant cette cascade gigantesque qu'on avait tous vue, etc. C'était que de chaque côté, il y avait des oiseaux qui y nichaient et qui passaient d'un côté à l'autre tout le temps. Et alors qu'ils étaient minuscules par rapport à cette cascade, finalement, ils passaient de l'un à l'autre avec grâce, sans aucun problème, alors que moi j'étais complètement sous la flotte et que c'était vraiment l'horreur. Et je me suis dit, voilà, là c'est quelque chose qui me touche, là c'est quelque chose qui me marque, je vais essayer de mettre ça en avant, je vais essayer de montrer la taille de cette cascade par rapport à ces oiseaux.
vous l'avez vu dans la vidéo, je pense que j'ai fait quelque chose comme 2000 photos à ce moment-là. Donc évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer. J'ai fait une première sélection et là, vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est avoir un sujet en tête, avoir 2000 photos et essayer de trouver celle qui vous parle le plus. Ça, c'est pas mal, mais je voulais vraiment que l'oiseau soit devant l'eau. Je voulais pas vraiment de ciel, je voulais que ça soit vraiment un gros mur d'eau, quoi, qu'on ait aucune idée de la taille réelle de la cascade. Donc voilà, là le problème, et ça a été pour beaucoup, c'était, bon déjà il fallait cadrer correctement, et puis il fallait que la mise au point soit bonne. Donc là le cadrage est plutôt pas mal, mais c'est flou, donc pas intéressant, dommage. Donc j'en ai pris pas mal comme ça. Ça je trouvais ça très sympa aussi, mais bon pareil elle est floue, donc acheter c'est dommage. Donc voilà, j'en ai fait pas mal, j'ai aussi essayer de varier un peu la taille de l'oiseau par rapport à l'eau. Ce que je voulais, c'était une texture dans l'eau qui était intéressante. Je voulais pas juste du blanc comme ça, parce que finalement, on n'aurait pas compris, on aurait pu limite comprendre que c'était juste un ciel où il faisait pas beau. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir ce type de texture-là. Donc j'ai pris beaucoup de photos pour essayer d'avoir une bonne texture, un bon cadrage des oiseaux et en même temps quelque chose de très net. Donc ça, là, il y a plus de texture, mais le cadrage n'est pas terrible. Là, c'est pareil, pas assez de texture, pas assez de texture, pas assez de texture. Là, cadrage pas mal, mais je crois qu'elle est floue. J'en ai fait plusieurs comme ça, là. Et alors voilà, là, moi je pense que c'est une de mes préférées, celle-là. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était ces sortes de triangles ici, là, qu'on voit un peu partout. Déjà, ça fait des belles lignes, et moi, la façon dont je voyais ça, je me disais, on dirait presque des dents, finalement. On dirait quelque chose de dangereux par rapport à cet oiseau qui s'enfuit, là. Du coup, on se retrouve avec une sorte d'empathie. En fait, en tant qu'humain, on a toujours de l'empathie vis-à-vis des vivants. D'abord des humains, puis des animaux. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut jouer, parce que en photo de paysage, c'est très difficile de faire ressentir des choses, parce que finalement, tout est pas vivant, entre guillemets, même si, en fait, les arbres sont vivants et tout ça, mais on n'est pas vraiment fait pour avoir une sorte d'empathie vis-à-vis de ça. Et donc, au lieu de faire juste une photo de cascade, rajouter l'oiseau, ça rajoute à la fois un jeu d'échelle parce qu'on se rend compte de la taille de l'eau par rapport à la taille de l'oiseau. Et en plus de ça, ça va aider à une sorte d'identification qui va faire que cette photo va donner plus d'émotion. Donc voilà, j'en ai fait un peu plus. Le gros problème dans ces moments-là, c'est de savoir s'arrêter en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu rester encore des heures et des heures et des heures. Et je me suis dit à un moment, bon bah j'espère que dans ces 2000 photos, j'ai quelque chose qui ressemble à ce que j'avais en tête. Au final, ouais, c'est possible. J'aime aussi plutôt bien celle-là. La moitié du travail ensuite, c'est de trier les photos et d'en choisir une parmi les 2000 qu'on trouvera intéressante. Oui, elles sont à la fois toutes différentes et assez semblables. Et alors, il se trouve que j'avais une amie qui m'avait prévenu qu'à côté de cette grande cascade, il y en avait une beaucoup plus intime, beaucoup plus petite, mais aussi beaucoup plus jolie dans une sorte de cuvette et que c'était vraiment intéressant d'aller voir ça. C'était vraiment pas loin. Du coup, avec Cerise, on décide d'y aller. Et lorsqu'on y arrive, on croise une jeune femme avec des étoiles dans les yeux qui nous dit « Oh, c'est la plus belle cascade que j'ai jamais vue, vous avez bien fait de venir, c'est vraiment sublime. » Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis « Ok, je crois que c'est là que je vais demander Cerise en mariage. » Donc je fais la vidéo et je voulais vraiment une photo de ce moment-là. Donc je pose mon appareil sur un pied et je lui dis « J'aimerais bien qu'on fasse une photo, souvenir de nous deux, on en a peu, etc. » Donc elle se place devant, là je fais la mise au point pendant qu'elle prend quelques photos et tout. Et je viens devant l'appareil, je prends quelques photos avec la télécommande et voilà, je me mets à genoux, je me fais ma demande. Elle me dit oui, c'est très bien, c'est un très beau souvenir. Évidemment, cette photo-là ne finira pas dans mon portfolio, mais voilà, c'est une belle photo qui ne finira pas dans le portfolio. Au-delà de ça, évidemment, c'était une très très belle cascade. Là, vous voyez, en plus, on a eu beaucoup de chance parce que le soleil passait à travers les nuages, donc on avait un effet vraiment très intéressant. Encore une fois, je me dis, ok, là c'est super, je vais faire horizontal et vertical, on va voir ce qui marche le mieux. Et en fait, en vertical, ça me permettait vraiment de mettre en avant la cuve comme ça. Là. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc je continue à tourner autour de la cascade, j'essaye de trouver la composition qui me plaira le plus, tout en essayant de garder un peu le soleil là. Donc je tourne un peu autour.
J'essaye d'aligner le soleil avec l'eau. C'est souvent intéressant ça dans les compositions, d'essayer d'aligner différents éléments pour avoir quelque chose d'intéressant. Celle-là, je la trouve plutôt sympa. J'hésite un peu entre celle-là et celle-là. Si je devais les mettre dans mon portfolio, je pense que ce que je ferais quand même comme retouche, je monterais un peu les ombres ici, je les éclaircirais ici et là, histoire qu'on ait un meilleur sens de la texture qu'il y avait, parce que c'était assez intéressant. Et je baisserais les hautes lumières de façon à mieux détacher le soleil du ciel, parce que là, c'est très blanc et c'est pas très intéressant. J'essaye à l'horizontale. Bon, finalement, là, je prends la photo en horizontale et si on l'avait vu comme ça, on dirait « Ah, c'est quand même sympa, il y a une certaine ambiance et tout. » Mais après, c'est vrai qu'à l'horizontale, on se rend un peu plus compte du côté unique de cette cascade. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Celle-là aussi, elle est pas mal. Moi, ce qui m'a vraiment plu en Islande, c'est tout ce côté mousse là qui vient de la cascade qui tombe et qui éclabousse tous les rochers. Et du coup, on se retrouve avec une mousse très foisonnante, très verte, qui est très très belle. Là, ce qui est intéressant aussi techniquement, on est à une exposition de 2 minutes. Alors comment j'ai fait ça et pourquoi ? Alors déjà, pourquoi ? Tout simplement pour avoir une eau comme ça qui est très fluide. Ici, là, vous voyez, ça donne un effet très intéressant. Et comment j'ai fait ça ? En fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle un filtre neutre, qui est une sorte de filtre en verre qu'on met par-dessus son objectif et qui est un peu teinté gris, ce qui fait qu'il va y avoir moins de lumière qui va passer. Ça va me permettre d'avoir un temps d'exposition qui est plus long et de pouvoir flouter les différents mouvements. C'est très intéressant en paysage dès qu'on a des choses en mouvement et notamment pour les cascades, c'est un grand classique, ça marche très très bien. Voilà, donc ensuite on revient vers la voiture, je me retourne pour essayer de prendre des photos du sujet un peu de loin. Ça c'est toujours quelque chose qui est intéressant aussi. Quand vous arrivez dans un endroit, c'est très très beau, vous prenez des photos, puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous vous lassez, puis vous repartez. C'est toujours intéressant de regarder derrière soi à un moment pour voir s'il n'y a pas un autre point de vue auquel on n'aurait pas pensé. Là, en l'occurrence, ça ne fait pas une super photo, mais il y a des fois où ça donne des points de vue qui sont vraiment intéressants. Encore une fois, j'essaye la verticale. Bon, là, on a quand même ici la cascade et le petit ruisseau qui font une composition un peu intéressante. Au-delà de ça, c'est pas une photo complètement dingue. Ensuite, en fin de journée, on décide de prendre la voiture et d'aller voir cet avion. Alors cet avion, il est à une demi-heure, 45 minutes à pied du parking. Mais finalement, c'était assez décevant parce que, comme vous pouvez le voir, il y a plein de tags, il y a plein de stickers. En fait, c'est un endroit qui a été beaucoup malmené par les touristes et notamment les gens qui ont tourné des clips ou des choses comme ça. Et là, il y avait des gens qui montaient sur la carcasse, qui montaient à l'intérieur, etc. C'était un peu dommage, ça cassait un peu la solennité de l'endroit. Et vous voyez, finalement, il y avait des gens un peu partout. Là, il y a des gros tags, c'est pas vraiment corrigeable avec Photoshop, ou alors ça demanderait énormément de travail. Ça rajoute rien, c'est pas beau. Enfin voilà, c'est un peu dommage parce que, en soi, c'est un moment de l'histoire qui est assez intéressant. Il n'y a eu aucun mort dans ce crash. Et c'est un peu gâché, comme malheureusement pas mal de choses en Islande. En tout cas, voilà, c'était la deuxième vidéo sur l'Islande. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez un peu plus de précision. Dites-moi le genre de technique que vous voulez apprendre, les panoramiques, le focus stacking, le pixel shift, le HDR, je sais pas quoi. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir tous les prochains épisodes de cette première saison et des suivantes. Et merci à tous.